Je suis très heureux, merci pour cette présentation et pour cette invitation. On a bien mis à profit cette journée en enchaînant d'un séminaire sur cette conférence. Et donc c'est très important parce que actuellement, face aux différentes menaces qui pèsent sur l'enseignement et la recherche, il est très important d'avoir des occasions d'en parler entre nous, d'essayer de comprendre de quoi on parle exactement. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est... alors, le titre, vous l'avez vu, était assez ambitieux et presque mystérieux, puisque c'était sur liberté académique et liberté d'expression, définition théorique, enjeux politiques et avatar rhétorique. Donc, vous voyez l'ambition du propos. Je voudrais peut-être commencer, plutôt que de commencer par des abstractions, par une tribune d'actualité qui a été rédigée, enfin publiée dans Le Monde le 10 février dernier par un ensemble de sénateurs de différents partis, de droite et de gauche, qui soutiennent deux propositions de loi complémentaires, l'une visant à constitutionnaliser là où les libertés académiques, je reviendrai sur l'hésitation entre le singulier et le pluriel, et l'autre, eh bien, qui essaie de définir dans la loi ce que ça veut dire. Et je voudrais proposer une critique de cette tribune, donc une critique de cette entreprise qui se présente comme une défense des libertés académiques et qui me paraît, au contraire, menacer les libertés académiques. Et la raison pour laquelle il est possible d'avoir cette confusion, c'est-à-dire qu'on fasse passer pour une défense ce qui est une attaque, c'est que, en général, on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle des libertés académiques. Donc il me semble qu'il y a un enjeu politique à essayer de définir théoriquement ce que ça veut dire, qu'il y a une bataille politique autour de cette question et que, eh bien, notre rôle, c'est d'essayer de contribuer à clarifier les choses en pointant des enjeux. Donc je vais le faire à partir de ce texte qui a été publié dans Le Monde et qui a le grand mérite, me semble-t-il, de dire les choses clairement. Donc d'après Le Monde, c'est un collectif transpartisan de sénateurs réunis par Louis Vogel, auteur d'une proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la liberté académique et qui défend la nécessité d'une telle mesure pour protéger les enseignants-chercheurs et définir les limites de ce concept aujourd'hui attaqué. Et il est très important, bien sûr, de voir que c'est tout de suite du côté des limites que ça va se jouer. Alors, parmi les signataires, il y a aussi Adel Ziane du PS, alors que Louis Vogel est du groupe Horizon. Et donc, c'est les deux propositions de loi qui se complètent. Alors, il y a un élément dont tout le monde a bien sûr conscience, c'est les États-Unis. Les attaques contre les universités y sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même plus de liberté académique, mais simplement c'est une menace quasi existentielle sur les universités. On le voyait déjà sous Joe Biden après le 7 octobre 2023, puisqu'on a vu des auditions de présidentes, presque toujours au féminin au début, d'universités de la Ivy League, c'est-à-dire les universités les plus prestigieuses. Et ces présidentes d'université, eh bien, plusieurs ont été poussées à la démission, à commencer, c'était symboliquement le plus important sans doute, par Harvard, mais ça a continué jusqu'à Columbia et d'autres encore. Bien sûr, au motif de lutter contre l'antisémitisme, mais comme vous le savez, le Parti républicain n'est pas tout à fait indemne d'antisémitisme aux États-Unis. On en a eu la confirmation récemment. Autrement dit, il ne faut pas se laisser aveugler par cette accusation, il faut bien voir sa fonction politique pour un parti qui tolère pleinement l'antisémitisme en son sein et qui va, au contraire, le dénoncer fortement, à tort ou à raison, lorsque ça n'est pas dans son camp. Mais l'exemple des États-Unis, qui se manifeste par exemple par le fait que, eh bien, on a vu une université aussi liée à l'histoire du free speech, donc de la liberté d'expression,
que Berkeley. Eh bien, Berkeley qui a livré les noms et des dossiers sur un ensemble de personnes, à la fois, excusez-moi, à la fois des étudiantes et des étudiants, des personnels administratifs et des enseignants et enseignantes, pour des dossiers demandés par l'administration Trump, c'est-à-dire donc par le gouvernement Trump, eh bien, donc en demandant que on ait des dossiers sur ces allégations d'actes antisémites. Cette histoire a été rendue publique, en particulier par Judith Butler, philosophe, qui revendique sa judaïté, qui même a écrit un livre à ce sujet, et qui, en tant que personne juive, a des engagements antisionistes. Donc ça n'est pas indépendamment d'eux, mais en tant que personne juive. Donc c'est Judith Butler qui a révélé publiquement le fait que, eh bien, on lui avait envoyé un courrier lui disant qu'il y avait des dossiers sur elle ou sur Yale qui avaient été transmis donc à l'administration Trump. Mais il y a beaucoup de gens dont les dossiers ont été transmis, mais sans qu'ils aient la moindre connaissance de ce qu'il y a dans ces dossiers. Et donc, c'est ce que Judith Butler a analysé au prisme de Kafka, c'est-à-dire, c'est le procès. Le procès, simplement, on ne sait pas de quoi on est accusé. On sait qu'on est accusé, mais on ne sait pas de quoi. Donc, les États-Unis, de ce point de vue-là, constituent aujourd'hui un exemple un peu caricatural d'attaque contre les universités. On avait le vice-président, aujourd'hui, J.D. Vance, qui, en 2021, alors qu'il était candidat pour devenir sénateur de l'Ohio, qui avait prononcé un discours de keynote, donc un discours d'ouverture de la conférence du conservatisme national aux États-Unis, donc un groupe important idéologiquement aujourd'hui. Et le titre, c'était « Les universités, voilà l'ennemi ». Les choses ainsi sont assez claires. On pourrait multiplier les exemples, vous en avez sans doute beaucoup entendu parler, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement des États-Unis, il s'agit de beaucoup de pays, mais il s'agit aussi de la France. En France, on a vu, avant même J.D. Vance, le président de la République, Emmanuel Macron, en 2020, qui, dans Le Monde, avait livré quelques phrases en disant que le monde universitaire a été coupable. Coupable de quoi? Eh bien, en contribuant à l'ethnicisation de la question sociale, je cite, eh bien, de casser la République en deux. Cet article dans Le Monde portait sur l'inquiétude du président de la République et de l'Élysée plus généralement, inquiétude à l'idée que, eh bien, Emmanuel Macron serait en train de perdre la jeunesse. Évidemment, cette question a redoublé depuis le 7 octobre 2023 avec l'idée que les manifestations étudiantes, eh bien, elles montraient un écart générationnel très important sur ces questions, c'est-à-dire que les sensibilités sur ce qui se passe à Gaza et au-delà, eh bien, elles n'étaient pas les mêmes générationnellement, et donc, en fait, il y a eu l'attaque contre les universitaires, ça c'est plutôt avant le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, ça a été beaucoup des attaques contre les étudiantes et les étudiants. Donc, on a les deux volets d'une mise en cause du monde universitaire, soit qu'on mette l'accent sur ceux qui pervertissent la jeunesse, soit qu'on mette l'accent sur la jeunesse pervertie par ses aînés. Donc il me semble important de réfléchir pas simplement à un problème exotique qui concernerait les États-Unis, mais pas seulement non plus à une question qui toucherait uniquement, comme on peut en avoir le sentiment dans l'actualité, à ce qui se passe en Israël, à Gaza, et à ce qui se passe autour de l'antisémitisme, puisque, je vous le rappelais, eh ben, J.D. Vance, c'était en 2021, et Macron, c'était en 2020. Et on peut remonter plus avant, d'ailleurs, avec un certain nombre d'exemples. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser aveugler par
cette actualité, il faut la restituer dans une histoire qui est une histoire d'attaque contre les universités. Je ne vais pas le développer trop, mais je voudrais maintenant arriver au présent. Donc on a ce groupe de sénateurs qui publie une tribune. Je vais vous en lire des extraits. Ils disent « En France aussi, depuis quelques années, les incidents se multiplient de façon inquiétante et sont réglés sans véritable ligne directrice. La liberté académique justifie simultanément interdiction et refus d'interdiction. Pour la défendre, certains responsables d'établissements refusent d'accueillir telle conférence ou annulent tel colloque, souvent d'ailleurs en se bornant à invoquer le risque de troubles à l'ordre public. À l'inverse, d'autres laissent se dérouler des rassemblements glorifiant des actes terroristes ou diffusant des propos haineux, je pense qu'il s'agit de mon université, Paris 8, sans oublier les nombreux actes antisémites, un par semaine selon le ministre de l'Enseignement supérieur, dont on ne connaît pas les sources, qui affectent désormais nos universités et ne sont pas systématiquement poursuivis. Alors, le fait qu'il puisse y avoir des propos ou des actes antisémites sur les campus n'est aucunement protégé par les libertés académiques, je pense qu'il est important de le préciser d'emblée, ni par la liberté d'expression. Or, la liberté académique n'est pas l'anarchie académique. Dans l'histoire des libertés académiques, l'anarchie, c'est un terme très marqué à droite, c'est-à-dire, attention, la liberté, c'est pas l'anarchie, et donc il y a des travaux, des écrits qui ont joué un rôle important. Les autorités universitaires doivent protéger les enseignants contre les accès d'intolérance des étudiants et réciproquement. Vous aurez peut-être remarqué l'absence du pouvoir. Au fond, ce qui menacerait le monde universitaire, ce seraient les étudiants qui menacent les profs et les profs qui menacent les étudiants. Une intolérance réciproque qui caractériserait le monde universitaire. De fait, les menaces qui pèsent sur la liberté académique proviennent aujourd'hui autant de l'extérieur que de l'intérieur de l'université. Mais de l'extérieur, on n'en entendra pas parler dans cette tribune. En particulier, l'idée qu'on a pu avoir en France la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui avait annoncé en 2021 qu'il y aurait une enquête sur l'islamo-gauchisme dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Ou bien le fait que le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, est intervenu pour faire pression sur le Collège de France, parvenant à faire annuler un colloque sur la Palestine, organisé par un historien vénérable, Henri Laurence. Mais je voudrais continuer parce que je trouve que là, on a une sorte de résumé de tous les points sur lesquels il est important d'être clair pour ne pas tout confondre et pour ne pas avoir l'impression que tout ce qu'on n'aime pas dans l'université eh bien, peut être subsumé sous le concept de liberté académique, y compris pour interdire. C'est quand même le paradoxe essentiel, c'est qu'on sent que l'intention principale, c'est d'interdire. La liberté académique a pour seul but de servir la poursuite de la vérité scientifique sans aucune entrave ou contrainte. Le mot entrave a une histoire récente en France à propos des universités, puisqu'il y a une bataille constante pour faire entrer dans le droit les entraves qui seraient le fait d'étudiants, d'étudiantes qui, par exemple, nous empêcheraient de tenir tel ou tel cours. Donc, c'est à nouveau l'idée qu'il y aurait ça. Et puis les contraintes, alors les contraintes, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Est-ce que ça vient des profs? Est-ce que ça viendrait du pouvoir? En tout cas, du pouvoir, ça n'est jamais explicité. Or, cet objectif ne sera atteint que si les universitaires sont libres de mener leurs recherches et d'en partager tout aussi librement les résultats, notamment au cours de leurs enseignements. Mais c'est la suite qui me paraît intéressante, et en particulier, je vous invite à faire attention au mot « donc », parce que je ne vois pas le lien causal. Donc on vient de voir, si les universités sont libres de mener leurs recherches, etc., la liberté académique n'a donc de sens et ne trouve à s'appliquer que lorsque les enseignants-chercheurs exercent leurs activités de recherche et enseignent. Autrement, la liberté académique ne se justifie plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on limite strictement à l'enseignement et la recherche. Or, un des enjeux, c'est l'intervention publique. Et l'intervention publique n'est pas forcément directement
la traduction de ce qu'on est en train de faire en tant qu'enseignant ou que chercheur. Donc c'est une restriction très importante sur la liberté académique qui est donnée dans ce texte au passage. Je continue. Par ailleurs, la liberté académique signifie que si les enseignants-chercheurs ont le droit d'exprimer leurs opinions personnelles, c'est heureux. Ça s'appelle la liberté d'expression. Donc ça n'est pas propre au monde universitaire. La liberté d'expression, c'est tout le monde. Ils doivent le faire avec nuance et tolérance, sans exclure les thèses et opinions qui ne correspondent pas aux leurs. Là, vous voyez bien quelque chose qui a joué un rôle très important récemment, en particulier lorsque le ministre a interdit ou fait interdire le colloque du Collège de France. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait il n'y a pas assez de pluralisme dans ce colloque. Autrement dit, cette injonction de pluralisme, c'est l'introduction d'un principe qui n'a rien à voir avec les libertés académiques, qui a tout à voir avec l'organisation de débats à la télévision. C'est-à-dire qu'à la télévision, on se dit ce serait bien d'entendre différents points de vue. Allez, on va donner la parole à LFI, et puis au RN, et puis etc., etc. Très bien. Mais le monde universitaire, c'est pas ça. C'est pas de donner la parole à tout le monde. Allez, on a quelques négationnistes, on va leur donner la parole. Ben non. C'est pas une bonne idée. En tout cas, on voit là introduire le principe de pluralisme. Donc, ils doivent s'efforcer, donc les enseignants-chercheurs, à une objectivité scientifique et ne peuvent transformer leurs cours en tribune politique. Ça, on est bien d'accord. Mais on voit bien que tout ça vise à dire que les libertés académiques eh bien, sont limitées au travail scientifique. Donc, il n'y a pas de tribune extérieure au-delà de ces compétences. Je rajoute, et après j'arrête avec tout ça, la Cour constitutionnelle allemande vise ainsi à réaliser un juste équilibre entre les réformes de la gouvernance universitaire et la protection du cœur intangible de la liberté scientifique. Comme l'énonce la loi fondamentale allemande, la liberté de l'enseignement ne dispense pas de la fidélité à la Constitution. On voit ici une injonction très très forte, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que, par exemple, dans le monde universitaire, on puisse ne pas être d'accord avec telle ou telle chose qui fait partie de la Constitution. Donc, le serment à la Constitution, eh bien, c'est le contraire des libertés académiques. Simplement, là, on va s'appuyer sur l'Allemagne, dont on sait qu'actuellement, on ne peut pas dire qu'elle respecte de manière très rigoureuse les libertés académiques quand il s'agit des critiques portées contre Israël, même si il faut reconnaître à l'Allemagne d'avoir actuellement la générosité de s'en prendre sur l'antisémitisme presque exclusivement à des personnes juives accusées d'antisémitisme. Donc je vous lis tous ces éléments pour vous dire qu'on a intérêt à bien comprendre de quoi on parle. Parce que, pour moi, un texte comme celui-ci introduit beaucoup de confusion. On ne sait pas vraiment de quoi on parle. Donc je voudrais proposer quelques éléments de définition pour ensuite essayer de revenir aux enjeux, qui sont les enjeux pas seulement théoriques, mais qui sont les enjeux politiques, autour précisément de la différence entre liberté d'expression et liberté académique. Alors je poserai ça comme un premier principe. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Les libertés académiques, je vais continuer d'utiliser le pluriel et je vous expliquerai pourquoi. Les libertés académiques, c'est pour le monde de l'enseignement et de la recherche. Déjà, quand on dit ça, ça pose une question. C'est qui le monde de l'enseignement et de la recherche? Parce que là, quand on entend dans le texte les enseignants-chercheurs, or, il ne vous a pas échappé que nous vivons aujourd'hui dans des institutions universitaires où beaucoup de gens qui enseignent et qui font de la recherche n'ont pas le statut d'enseignant-chercheur. On sait bien que beaucoup de cours sont faits par des doctorantes et des doctorants, par exemple, ou bien par des gens extérieurs, etc. La précarité dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche fait que la recherche, ce n'est pas seulement les personnes qui ont le statut. Donc la première chose, c'est de dire que la liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Les libertés académiques, c'est pour
l'enseignement et la recherche, donc pas simplement pour les enseignants-chercheurs. C'est ça qui est un enjeu aujourd'hui majeur. Encore une fois, dans l'université française, aujourd'hui, on va vers une minorité d'enseignants-chercheurs dans les cours qui sont assurés, voire dans les recherches. Alors pourquoi c'est important de distinguer les deux? Eh bien, ça renvoie en particulier à l'idée que aujourd'hui, et pour des raisons historiques, les libertés académiques ne concernent plus, ça pourrait changer, mais ne concernent plus les étudiantes et les étudiants. Les étudiantes et les étudiants bénéficient de la liberté d'expression comme tout le monde. Les enseignants-chercheurs ou les gens qui participent à l'enseignement et à la recherche, eh bien, en plus de la liberté d'expression, ils bénéficient de libertés académiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde universitaire, c'est le lieu de rencontre entre deux libertés. Liberté d'expression d'une part, libertés académiques d'autre part. C'est précisément dans la tension entre les deux que se joue la formation dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. La tension entre les deux, ça veut dire que, par exemple, beaucoup des questions qui sont débattues aujourd'hui, est-ce qu'on peut inviter des personnalités politiques dans le monde universitaire, etc. C'est précisément la limite entre les deux. C'est-à-dire que le rôle de l'université, c'est d'essayer de faire communiquer les deux libertés, c'est-à-dire de faire en sorte que les étudiantes et étudiants se disent qu'il y a un intérêt à essayer de penser dans des termes qui ne soient pas simplement ceux de l'opinion, mais aussi ceux d'un savoir, d'une compétence, d'une expertise. Autrement dit, c'est la rencontre entre deux logiques. L'opinion, on pense ce qu'on veut. Et les libertés académiques, c'est pas ça. C'est, bien sûr, on peut tout dire, ou du moins, on aimerait que ce soit le cas. On peut tout dire, mais pas n'importe quoi. Parce qu'on est assujetti à une autre règle que celle de l'opinion, mais qui est celle d'un métier. Un métier qui est assujetti à lui-même à une exigence de recherche de la vérité. Ce qui n'est pas la même chose du tout que l'opinion. Donc ce n'est pas que d'un côté ce serait faux et de l'autre ce serait vrai, c'est que l'opinion, elle est définie simplement par mes valeurs, alors que la recherche de la vérité, qui n'est pas indemne des valeurs, bien entendu. Le livre dont on parlait tout à l'heure, S'inventer le politique, insiste sur le fait qu'il n'y a pas de discours neutre, il n'y a pas de savoir neutre, il n'y a pas de... etc. Donc il ne s'agit pas de dire que ce serait des savoirs neutres, mais quand même, il y a une règle particulière, c'est qu'on doit essayer de ne pas dire n'importe quoi. Alors, comme vous le savez, il arrive que des collègues disent n'importe quoi, personne dans cette salle, bien entendu, et en tout cas pas moi, donc personne dans les gens que nous connaissons, dans le monde universitaire, ne dit n'importe quoi. Mais on voit bien que c'est un idéal qui légitime le fait de prendre la parole. Je reviendrai sur cette distinction entre liberté d'expression et libertés académiques, mais vous voyez bien que c'est fondamental pour comprendre le fonctionnement de l'université. L'université, c'est un monde où se rencontrent en particulier un groupe qu'on va appeler les étudiantes et les étudiants et un groupe qu'on va appeler les profs au sens le plus large et qui sont définis par des libertés distinctes. Donc le métier d'enseignant-chercheur, qui va bien au-delà du statut d'enseignant-chercheur, le métier d'enseignant-chercheur, c'est de convaincre qu'il n'y a pas que l'opinion, mais qu'il est intéressant de mobiliser aussi des savoirs, etc., que ça a une valeur, et que ça a une valeur qui tient à l'exigence de vérité. Ça ne neutralise pas du tout l'opinion, mais ça lui donne un élément supplémentaire. Alors ensuite, mais je reviendrai sur ces points, ensuite, si on veut considérer les libertés académiques,
il faut voir qu'est-ce qui les menace. Pourquoi est-ce que nous parlons, pourquoi est-ce que ce soir, je vous parle de libertés académiques, pourquoi un ensemble de gens, depuis quelques années, se mettent à écrire, à réfléchir sur les libertés académiques? Évidemment parce qu'elles sont menacées. Donc, qu'est-ce qui les menace? Et on voit bien dans le texte que je vous ai lu, l'idée qu'on ne voit jamais que ça pourrait être les ministres qui menacent. On ne voit jamais que ça pourrait être les pouvoirs économiques qui menacent. On ne voit jamais que ça pourrait être les pouvoirs religieux qui menacent. Alors vous me direz, les pouvoirs religieux en France, pas trop, mais enfin quand même, rappelez-vous, l'offensive contre la théorie du genre, entre guillemets, au début des années 2010, c'est une offensive de l'Église catholique contre des enseignements universitaires. Et qui a pu, dans certains cas, avoir des effets. On a vu qu'il y avait eu des reculs gouvernementaux sur ces questions, de peur d'avoir trop d'ennuis. On a vu que, par exemple, la région Île-de-France a cessé de financer l'Institut Émilie du Châtelet, qui, pendant de nombreuses années, a financé des doctorats, des recherches de doctorat et des post-doctorats en études de genre. Donc l'idée qu'il puisse y avoir des pressions extérieures me paraît fondamentale. Bien entendu, ça ne s'arrête pas à l'Église catholique. Ça peut se jouer autour des pouvoirs économiques. C'est-à-dire qu'en particulier, on voit bien que la pression qui peut s'exercer sur le monde de l'édition, eh bien, ça peut avoir des effets sur le monde universitaire. C'est-à-dire que des milliardaires qui n'aiment pas trop certaines idées, eh bien, ils ne vont sans doute pas faciliter non plus leur publication, etc. Et ça se joue bien sûr dans les médias, etc. Donc, et puis il y a le pouvoir politique, donc j'ai déjà évoqué. Donc ce qui me paraît très important, c'est de partir de cette idée que les libertés académiques, eh bien, c'est d'abord pour protéger contre les pouvoirs. Et qu'est-ce qui caractérise les étudiantes et les étudiants? C'est qu'ils n'ont pas le pouvoir. Nous ne risquons pas, enfin je dis nous, c'est-à-dire nous, enseignants, chercheurs, etc., et je ne présume pas que tout le monde dans la salle est enseignant-chercheur, mais nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, nous ne risquons pas d'être mis à la porte par nos étudiants. Nous ne risquons pas qu'on ne nous attribue pas des financements si ça vient des étudiants. En fait, ce que nous risquons, c'est que, eh bien, au niveau des autorités bureaucratiques, des autorités gouvernementales, des autorités de toutes sortes, eh bien, c'est là que ça risque de coincer. Donc il est très important de ne pas faire comme s'il y avait une équivalence entre le pouvoir des étudiantes et des étudiants, qui est en gros, dans le meilleur des cas, un pouvoir de nuisance léger, c'est-à-dire de venir, par exemple, s'il y avait des étudiants d'extrême droite qui entraient dans cette salle et qui avaient envie d'interrompre ma conférence. Je ne serais pas entièrement agréable, mais enfin, je rentrerai chez moi après et je continuerai mon métier. Ce n'est pas du tout la même chose que si le ministre intervient. Donc il est très important, et il me semble que, en tout cas quand on est sociologue, on est un peu payé pour le croire, de croire que tout n'est pas équivalent, et que ce n'est pas simplement parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va se dresser ici en faisant du bruit que c'est l'équivalent de ministres qui vont lancer une enquête, par exemple. Donc il est très important, je crois, de souligner que les libertés académiques, eh bien, c'est par rapport au pouvoir. De ce point de vue, il est très intéressant de voir que un des rares spécialistes de ces questions en France, le juriste Olivier Beau, a écrit sur ces questions, mais qu'il a radicalement changé de point de vue sans le dire. En 2011, il a publié des articles dans la revue conservatrice Commentaire sur les libertés universitaires, et qu'est-ce qu'il expliquait? Eh bien, c'est que les libertés universitaires, c'est contre les pouvoirs. Contre les pouvoirs, ça veut dire contre les pouvoirs d'argent, contre les pouvoirs bureaucratiques, contre les pouvoirs gouvernementaux, etc., etc. 9 ans plus tard, il publie un ouvrage sur, alors il ne parle plus de liberté universitaire, mais de liberté académique, et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a deux dangers, il dit la même chose que cette tribune, il y a deux dangers, il y a d'un côté, bien sûr, les pouvoirs, mais enfin, quand même, je vais vous parler surtout des étudiants, avec leurs tentations identitaires, communautaristes, etc. C'est d'autant plus frappant que ce livre, il est publié à un moment où Trump, eh bien, il est au pouvoir depuis quelques années, et il dit que ce qu'il redoute, c'est que soit importé des États-Unis, non pas du tout
la menace du pouvoir, mais l'équivalent des mouvements étudiants. Mais il n'explique pas ce qui a justifié de changer radicalement de définition, parce que si on considère que les étudiants c'est le pouvoir, il me semble que vraiment c'est difficile à défendre empiriquement dans l'université française. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, demande à être pris au sérieux. Et on voit bien que depuis des années, ce qu'on nous explique, c'est que le vrai problème, eh bien, ce n'est pas un problème qui vient d'en haut, mais c'est un problème qui vient d'en bas, dans les rapports de pouvoir. Donc, définir les libertés académiques, eh bien, on pourrait se référer, si on voulait continuer de les prendre au sérieux, non pas à ce texte que je viens de lire, mais à la décision du Conseil constitutionnel de 1984. Il y avait une loi sur laquelle le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer. Et que dit le Conseil constitutionnel? Eh bien, il dit... Alors, pardon, je vais vous retrouver la citation parce que c'est mieux de la voir exactement. Il parle de l'indépendance. C'est-à-dire que ce que fait le Conseil constitutionnel, c'est non pas de dire c'est contre des menaces abstraites, etc., c'est la défense de l'indépendance des enseignants-chercheurs. Je vais vous lire cette phrase qui me paraît tout à fait intéressante. Pardonnez-moi, je recherche la citation. C'est repris d'ailleurs dans la loi qui, pour la première fois, nomme les libertés académiques en 2020, la loi de programmation de la recherche, qui, de manière improbable, apparaît comme une défense des libertés académiques au moment même de les menacer. Les libertés académiques sont le gage de l'excellence de l'enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s'exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Donc je vous lis les phrases qui me paraissent très intéressantes. Les enseignants, donc ça c'est la loi de 1984, les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité. Mais le mot indépendance me paraît très important parce qu'on voit bien qu'on n'imaginerait pas de dire indépendance par rapport à ses étudiants. En revanche, le mot entrave qu'on a rencontré tout à l'heure, eh bien ça, c'est les étudiants. On ne va pas dire, par exemple, qu'il y a des entraves qui viennent du ministre. Personne n'a dit que quand il intervenait, c'était une entrave. La preuve, c'est qu'il s'est réclamé de la liberté académique pour interdire. Je pense qu'il est donc essentiel de garder en tête le mot indépendance. C'est le mot indépendance qui garantira qu'on sait contre quoi les libertés académiques sont définies. Ce n'est pas contre des trublions, c'est contre des pouvoirs. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise le pluriel ? Les libertés académiques. Alors, une première réponse pourrait être que c'est ce qui est dit dans la LPR, première occurrence du terme en français. C'est contesté en particulier par Olivier Beau qui dit c'est absurde puisque en anglais c'est academic freedom et en allemand c'est akademische Freiheit, donc des singuliers dans les deux cas. Cette raison linguistique ne me paraît pas suffisante et donc ce qu'il donne comme argument au-delà de ça, c'est de dire qu'au fond c'est toujours la même chose, d'une langue à l'autre, etc. Et il me paraît au contraire que ça n'est jamais la même chose. Je vous disais que par exemple, les étudiants ne sont plus couverts par la liberté académique. C'était le cas pourtant en Allemagne au début du XXe siècle. Il y avait non seulement la
Lehrfreiheit, mais il y avait aussi la Lernfreiheit, donc enseigner et étudier. Ça n'est plus le cas, ni en Allemagne, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Aux États-Unis, la liberté académique, au singulier, a été définie par une association professionnelle en 1915, American Association of University Professors, donc l'association des professeurs d'université américains. Autrement dit, c'est une liberté professionnelle. Ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la loi, c'est la profession d'universitaire qui définit la liberté académique. Le premier texte, celui de 1915, c'est un texte qui dit « Academic freedom and tenure », c'est-à-dire la tenure, c'est la titularisation. Pourquoi? Parce que quand on est titularisé, on ne peut pas être mis à la porte, en principe. Il y a eu quelques exemples récents, mais aux États-Unis. Mais on voit bien que ça, c'est la profession. C'est-à-dire, si vous êtes protégé par votre statut, eh bien, vous pouvez bénéficier de la liberté académique. Pourquoi? Eh bien, parce que, à l'origine, c'est parce qu'on avait la présidente, c'était pas la présidente, enfin, je ne crois pas qu'elle était présidente, mais Madame Stanford, de l'université Stanford, qui n'était pas contente d'un prof et qui l'avait fait renvoyer en raison de ses différentes positions économiques, mais aussi racistes d'ailleurs, et qui l'avait fait renvoyer. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu l'idée que, ben non, en fait, les professeurs d'université ne sont pas des employés. Ils sont, disait-on aux États-Unis, comme des juges qui sont nommés, mais qui, pour autant, théoriquement, ne doivent pas être directement redevables à celui qui les a nommés. Alors, on voit que ça peut être compliqué avec la Cour suprême des États-Unis, que manifestement, dans certains cas, il y a des gens qui se sentent redevables au président des États-Unis qui a proposé leur nomination. Mais bon, en théorie, les juges ne sont pas censés être les instruments de ceux qui les ont nommés aux États-Unis. C'est un principe d'indépendance. Donc, il me semble qu'il faut toujours garder cette ligne en tête quand on parle de libertés académiques pour comprendre de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qui pose problème donc dans le texte que je vous ai lu? Ben, c'est tout. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, il n'est jamais question des pouvoirs et il est tout le temps question des logiques de l'intérieur. Autrement dit, ça ne parle pas d'indépendance. Pourquoi est-ce que j'utilise le pluriel, vous disais-je? Parce que ce n'est pas la même chose d'un pays à l'autre. Et par exemple, quand je vous rappelais qu'aux États-Unis, les présidents d'université ont été contraintes à la démission, vous avez peut-être remarqué qu'en France, ça n'a pas été le cas. Pourtant, il y a eu des auditions sur le modèle des auditions aux États-Unis qui ont eu lieu et à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec des références directes à ce qui se passait aux États-Unis. On en a beaucoup moins entendu parler. Pourquoi? Eh bien, sans doute pour plusieurs raisons, mais l'une de ces raisons, c'est que ni les députés ni les sénateurs n'ont le pouvoir de pousser à la démission les présidents et présidentes d'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté académique aux États-Unis ne comprend pas ce qu'on appelle self-government, c'est-à-dire l'autogouvernement. C'est quoi l'autogouvernement? Eh bien, c'est le fait que, par exemple, en France, dans les universités, ce sont les collègues qui élisent des collègues. Ce n'est pas un conseil d'administration, c'est pas, etc. Ça doit être validé, bien sûr, il y a des étapes, etc. Mais ce sont les collègues. Et des collègues avec des tas de règles très compliquées. Dès qu'on veut constituer un comité pour recruter des gens, les règles sont d'une complexité grande. Ça, c'est au niveau des collègues. Mais aussi, on a un principe dans cet autogouvernement, c'est que dans les universités, les présidents d'université en France sont élus par la communauté universitaire. C'est-à-dire principalement les profs, mais aussi les personnels administratifs, mais aussi les
étudiantes et étudiants, il y a quelques personnalités extérieures, mais l'essentiel se joue à l'intérieur de la communauté universitaire. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. C'est un conseil d'administration qui est constitué pour l'essentiel de non-universitaires. Autrement dit, c'est des gens dont les considérations sont extérieures aux libertés académiques. Donc lorsqu'une présidente comme celle de Harvard, eh bien, ça devient un poids mort dans les négociations politiques, quand il y a des gens qui disent « oui, mais on ne va plus donner nos milliards à votre université si vous la maintenez, etc. », eh bien, elle saute. Donc, on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même définition des libertés académiques des deux côtés. Donc, on a intérêt à penser à ces différents éléments. Par exemple, on voit qu'une des dimensions qu'on peut inclure dans les libertés académiques, c'est ce qu'on appelle franchise universitaire, c'est-à-dire la possibilité de faire intervenir la police. Mais aussi la justice, en quelque sorte, il y a une sorte de logique interne à l'université qui est censée, ça fait partie donc de cette logique d'autogouvernement, eh bien, normalement, la police ne devrait pas intervenir si ce n'est pas le président ou la présidente de l'université qui l'a demandé. On voit bien que c'est un enjeu de bataille depuis des années. C'est-à-dire que les attaques contre les libertés académiques, elles se jouent sur tous les fronts. Pendant les auditions en France des présidents et présidentes d'université, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un des sénateurs qui disait « c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas fait ce que proposait Valérie Pécresse pour sa loi, la LRU, parce qu'elle proposait que les présidents d'université soient nommés par le gouvernement. » Et ce qui est le cas, par exemple, des recteurs. Et donc, il est important, quand on parle d'autres pays, de ne pas confondre recteur et président, puisque le mot recteur peut être utilisé pour dire président, président d'université. Mais la conséquence, elle est très claire. Ce qu'expliquait ce sénateur, c'est oui, mais les personnes, les présidents, présidents d'université, ils ne sont pas libres, puisqu'ils sont dépendants des personnes qui les ont élus. Donc ils seraient beaucoup plus libres s'ils étaient nommés par le gouvernement. Ce paradoxe du pouvoir montre bien qu'on ne parle pas de la même chose quand on parle de libertés académiques. Il est très important de ne pas se laisser abuser par l'utilisation du mot. Alors, c'est quelque chose, maintenant vous voyez pourquoi j'utilise le pluriel, c'est parce que ça permet de préciser de quelle liberté on parle exactement, et donc de s'apercevoir que ça ne marche pas tout à fait de la même manière d'un pays à l'autre. Et qu'on a intérêt à défendre cette pluralité de libertés, même si, bien entendu, ce sont des batailles difficiles. Maintenant, je crois que je vous disais dans le sous-titre de cette intervention que je parle aussi d'avatar rhétorique. Avatar rhétorique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que précisément, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le mot liberté académique, aujourd'hui, peut être récupéré par les ennemis des libertés académiques. C'est-à-dire que nous avons intérêt à prendre au sérieux la rhétorique, et y compris la confusion entre liberté d'expression et libertés académiques. Est-ce que, par exemple, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que, pendant longtemps, c'est la gauche qui a été porteuse, comme à Berkeley dans les années 60, de l'idée de la libre expression, free speech. Et ce qu'on a vu ensuite, c'est que c'est la droite qui s'est approprié ce discours. Pourquoi? Parce qu'il y avait la gauche qui parlait de hate speech. Le hate speech, c'est quoi? Eh bien, ce sont des discours de haine, en particulier racistes, sexistes, homophobes, etc. Des discours de haine qui, eh bien, menaceraient la liberté. Donc, le hate speech, la question c'est est-ce qu'on inclut le hate speech dans la définition de la liberté? C'est-à-dire est-ce que c'est le contraire de la liberté ou est-ce que c'est un prolongement de la liberté? Donc ça c'est une bataille politique importante aux États-Unis, en gros entre la droite et la gauche, pour dire vite. Le problème c'est que ça ne cesse d'être renégocié. Parce que l'idée du free speech dans les années 60, c'était de pouvoir parler de politique à l'université. Donc contre la guerre du Vietnam, par exemple. C'était pas juste de dire ce qu'on voulait, mais c'était de pouvoir parler du monde extérieur. Or, qu'est-ce qu'on voit dans
le texte que je vous ai montré, c'est l'idée que, attendez, hein, vous allez juste parler de votre compétence. Hein. Or, la fonction de ce qu'on appelle en anglais une liberté extramural, c'est-à-dire non pas extramuros, c'est-à-dire c'est pas seulement aller parler dans l'espace public, mais c'est en fait parler au-delà des limites strictes de sa compétence. Ben ça, c'est une tradition intellectuelle fondamentale en France, qui remonte à l'affaire Dreyfus. En particulier, les attaques contre les intellectuels, c'était précisément autour de ces questions. C'est-à-dire ce qu'on a commencé de baptiser comme intellectuel, c'est-à-dire Dreyfusard. Donc c'est, au fond, non pas juste de l'opinion, c'est quelque chose qui est nourri par un savoir sans pour autant se limiter à ce savoir. Pour ma part, l'exemple que je prends volontiers, parce que je trouve, en tout cas pour moi, qu'il est éclairant, c'est celui de Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet, eh bien, quand il intervient, bien qu'il soit un historien de l'Antiquité, de la Grèce antique en particulier, lorsqu'il intervient sur le négationnisme, eh bien, il sort de son champ de compétences immédiat, mais il ne sort pas de son métier tout à fait. C'est un prolongement de son métier. Et je crois que nous avons intérêt à défendre cette liberté que j'appellerais extra-universitaire, c'est-à-dire qui déborde du cadre de la simple compétence. Pourquoi ? Parce que, en fait, il est très important de distinguer ça de la pure opinion. La pure opinion, c'est par exemple, nous avons des collègues qui ont commencé à développer des théories sur le Covid sans avoir la moindre compétence. Là, on est dans la pure opinion. Mais si Vidal-Naquet parle du négationnisme, il n'est pas dans la pure opinion. Il s'appuie sur un métier. Et nous devons essayer de maintenir cette ligne de différence entre raconter n'importe quoi et raconter quelque chose qui est le prolongement d'un métier, le prolongement d'une compétence, le prolongement d'un savoir, le prolongement d'une expertise. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que ça s'impose comme des vérités, mais il y a une exigence, si possible, de ne pas dire n'importe quoi. Donc, la liberté académique, dans ce cas-là, eh bien, ça va au-delà du simple fait de présenter ses recherches. Ça veut dire essayer de mobiliser ce qu'on a compris de son métier, de son savoir, de son expertise, au-delà de ça. Évidemment, la contrepartie, c'est l'exigence de ne pas dire n'importe quoi. L'exigence de ne pas dire n'importe quoi, qui est le fondement de notre métier. Alors, je ne vais pas prendre longtemps, mais je voudrais terminer sur un point qui est pour moi important, c'est ce que j'entends par ce n'importe quoi. Par exemple, on voit aux États-Unis qu'au nom de la liberté d'expression, eh bien, on va avoir des conservateurs qui vont dire « Non, mais c'est très bien d'inviter Charlie Kirk sur les campus. » Vous savez, c'est cet idéologue MAGA, on va dire, pour simplifier, qui a été assassiné. Donc, évidemment, je laisse de côté la question, enfin, il va de soi que, comme tout le monde, je condamne ces violences, etc. Bon, donc, il ne s'agit pas de ça, mais il y a beaucoup d'autres exemples, comme Charles Murray, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien que des étudiants puissent manifester contre l'invitation de gens comme ça, de gens d'une extrême droite radicale sur les campus? Ça se discute. Pour ma part, je trouve qu'on pourrait imaginer une défense de ces manifestations au nom du fait qu'on ne doit pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire l'université ne doit pas cautionner le fait qu'on puisse dire absolument n'importe quoi. Donc par exemple, des gens qui vont développer des théories racistes sur les campus, il me semble que nous avons des raisons de penser que c'est n'importe quoi. Et que nous avons une responsabilité qui est de dire oui, mais pas n'importe quoi. Des opinions, très bien. Des opinions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, très bien. Mais si vous commencez à m'expliquer qu'il y a un rapport entre le QI et les gènes et que ça explique l'inégalité sociale raciale, là, je pense qu'on peut dire que c'est n'importe quoi. Et je crois qu'on a intérêt à essayer
maintenir ça. C'est-à-dire que sinon, ça veut dire qu'il n'y aurait que la liberté d'expression, que finalement, tout se vaut. Et je crois que notre métier, c'est de dire que tout ne se vaut pas. Alors bien sûr, la limite est compliquée, parce que qui va décider? Mais malgré tout, ça veut dire que ça n'est pas illégitime de soulever ces questions-là. Et parfois, ce sont les étudiantes et les étudiants qui nous rappellent à notre métier en protestant contre le fait qu'on donne la parole à des gens qui disent n'importe quoi. Il y a beaucoup d'endroits où on peut dire n'importe quoi, mais peut-être que le monde universitaire ne devrait pas être le lieu privilégié pour dire n'importe quoi. Donc ce n'importe quoi, ça veut dire quoi? Alors j'ai proposé, en particulier dans la version en anglais de l'article que j'avais écrit, le titre c'est « Against Bullshit ». Donc je m'explique. Donc contre le bullshit. Je m'explique. D'abord, c'est un concept noble puisqu'il a été théorisé par un philosophe de Princeton, Harry Frankfurt. Donc, ne croyez pas que je me laisse aller à une vulgarité gratuite. Au contraire, je veux célébrer que, comme dans la philosophie de Platon, il y a une idée de la crasse, eh bien, il y a une idée du bullshit chez Harry Frankfurt. Donc, vous aurez compris que mon intention est noble. Donc, ça veut dire quoi le bullshit? Eh bien, selon Harry Frankfurt, et je trouve que c'est un élément qui est très intéressant, même s'il ne l'a pas pensé politiquement, lorsqu'il a écrit ça il y a 25 ans, c'est l'idée qu'il ne faut pas confondre le bullshit, c'est-à-dire le n'importe quoi, avec le mensonge. Le mensonge, explique-t-il, suppose un respect de la vérité. Pourquoi? Parce que si je mens, je veux qu'on croie que ce que je dis est vrai. Donc, je ne remets pas en question le principe de la vérité. J'essaie juste de faire entrer quelque chose qui n'est pas vrai dans le vrai. Donc, le menteur a un respect profond pour la vérité. Je pousse un peu l'argument, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, il y croit, c'est-à-dire il croit que ça a un pouvoir social, la vérité. Le bullshit, c'est autre chose. Le bullshit, c'est le fait de dire n'importe quoi. Donc, il n'y a pas besoin du tout de croire que c'est vrai. Ça peut être amusant, c'est sympa. Et de ce point de vue-là, pour nous aider à réfléchir à ce que ça veut dire, nous avons la chance de disposer d'un président des États-Unis qui est l'incarnation du bullshit. En particulier pendant sa campagne. Vous l'avez vu, l'accusation qui a été portée par lui et par J.D. Vance, selon laquelle eh bien, des Haïtiens mangeraient des chiens et des chats. Le but n'est pas que les gens y croient comme à une vérité, c'est que ça leur fait plaisir d'entendre ça parce que de toute façon, ils n'ont jamais aimé ces étrangers. Et en plus, ils ne sont pas blancs. Donc, en fait, c'est la jouissance qu'il y a à entendre ça. Ce n'est pas une question de vérité. Donc les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Le métier des journalistes, c'est de dire on ne doit pas dire n'importe quoi, donc je vais vérifier les faits. Donc je vais essayer de trouver des cadavres de chiens et de chats dans des quartiers haïtiens. Et après, enquête, ils disent non, il n'y en a pas. Donc ils disent c'est des fake news. Non, ce n'est pas des fake news. Parce que une fois qu'on a prouvé que c'était faux, ça ne change rien. En fait, le travail pour montrer que tout ça, c'est pas vrai, n'aura rien changé. Pourquoi? Parce que c'est le désir d'entendre ça. C'est pas forcément d'y croire, mais c'est de prendre plaisir à humilier ces étrangers qui franchissent les frontières, etc. Donc cette jouissance-là, elle n'est pas de l'ordre de la vérité. C'est pas des fake news, c'est des alternative facts, donc des faits alternatifs. Cette expression, elle a été utilisée au lendemain de la première investiture de Donald Trump, début 2021, parce que Donald Trump s'était vanté du fait qu'il n'y avait jamais eu tant de monde réuni pour une investiture. Et évidemment, les journalistes ont sorti les photos. Et on voyait que, non, il n'y avait pas tant que ça de monde. Alors, personnellement, je me suis dit, c'est normal, il faisait très très froid. Un 21 janvier, en général, il fait très très froid, mais il faisait vraiment très froid ce jour-là. Donc ça ne prouvait rien de mon point de vue.
Mais peu importe. La Maison-Blanche a dit, si, il n'y a jamais eu tant de monde. Donc, une des porte-paroles de la Maison-Blanche, Kellyanne Conway, est interviewée et on lui dit, regardez quand même, c'est faux. Elle dit, non, ce sont des faits alternatifs. Et ça dit quelque chose qui a été repris de manière équivalente par J.D. Vance pour justifier l'histoire des chiens et des chats mangés par des Haïtiens. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, mais on crée des histoires pour que les gens parlent des choses dont on a besoin de parler. Donc ce n'est pas la vérité. Ça ne cherche pas à se faire passer pour la vérité. Ça ne peut pas être démenti par des enquêtes journalistiques. C'est du bullshit. Donc pourquoi j'utilise ce concept de bullshit? Vous l'aurez compris, c'est un concept. Pourquoi j'utilise ce concept, pas simplement ce mot de bullshit? Eh bien parce que il me semble que ça n'est pas un hasard si les universités font l'objet d'attaques un peu partout dans le monde. Pas seulement aux États-Unis, pas seulement en France non plus, un peu partout. Pourquoi? Parce que notre métier est fondé sur le fait qu'on devrait essayer d'éviter de dire n'importe quoi. Dans un moment où toute une politique que pour ma part je qualifierais de néofasciste s'emploie à dire n'importe quoi. Autrement dit, nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes attaqués non pas malgré les libertés académiques, mais à cause des libertés académiques. C'est précisément parce que nous avons ces libertés-là qui sont fondées sur le principe qu'on devrait essayer de ne pas dire n'importe quoi. C'est pour cette raison-là que nous sommes attaqués. Donc pourquoi le concept de bullshit me paraît utile? C'est parce qu'il permet de mieux cerner l'enjeu démocratique, l'enjeu démocratique des questions de liberté académique. Pourquoi faut-il défendre les libertés académiques? Parce que précisément, elles comportent une exigence qui est l'exigence de ne pas dire n'importe quoi, si possible. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment néofasciste? C'est en tout cas l'expression que j'utiliserai. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas seulement des attaques contre les universités. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis. Ce sont des attaques contre la justice, contre les médias, contre l'édition, contre, en fait, ce que j'appellerais des régimes de vérité, selon une expression foucaldienne. Des régimes de vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, ce n'est pas la vérité. En fait, là aussi, nous avons collectivement appris à nous méfier d'un usage théologique de la vérité, c'est-à-dire qui prétendrait dicter des vérités définitives, absolues. Nous savons bien que la vérité a un caractère historique. En tout cas, c'est fondamental dans notre conception de nos métiers. Elle n'est pas là une fois pour toutes. Mais en revanche, il y a des régimes de vérité. Et qu'est-ce qui se passe dans une démocratie en principe? C'est qu'il y a plusieurs régimes de vérité qui ne disent pas tous la même chose. J'en prendrai un exemple simple. Le racisme anti-blanc. Du point de vue des sciences sociales, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le racisme, ça suppose des rapports de domination et que donc, ce n'est pas symétrique. Donc, par exemple, l'hétérophobie n'est pas un concept. Parce qu'on ne peut pas faire comme si les rapports de domination étaient parfaitement réversibles. Mais en revanche, le racisme anti-blanc, eh bien, aujourd'hui, la justice en France considère que c'est une circonstance aggravante. Autrement dit, pour le régime de vérité des sciences sociales, le racisme anti-blanc n'existe pas. Pour le régime de vérité du droit, ça existe. Donc il y a une pluralité de régimes de vérité. En l'occurrence, personnellement, j'aimerais beaucoup que les juristes lisent davantage les sciences sociales. Mais peu importe. L'essentiel, c'est cette pluralité des régimes de vérité. Or, qu'est-ce qu'on voit? Un régime néofasciste, c'est un régime qui dit non. Il ne peut pas y avoir une pluralité de régimes de vérité. Il n'y a qu'un régime de vérité, c'est celui qui émane du pouvoir.
C'est ce qui fait que, par exemple, Trump peut virer les présidents d'institutions qui produisent des statistiques quand les statistiques ne lui plaisent pas. Il n'y a qu'une vérité, et donc on va nommer quelqu'un qui finira par dire la vérité, c'est-à-dire la vérité du président. Et c'est pareil pour le fait qu'on veut se débarrasser de tel ou tel personnage de l'État, eh bien, on va nommer quelqu'un avec pour mission de se débarrasser de cette personne, etc. Ça, c'est le refus d'une pluralité de régimes de vérité. Donc, de ce point de vue-là, l'attaque contre l'université, contre les universités, elle doit être pensée à partir de là. Il ne s'agit pas seulement d'une corporation qui chercherait à protéger ses privilèges. Il s'agit, en fait, du statut de la vérité comme enjeu démocratique. C'est-à-dire, au moment où on a une politique du bullshit, eh bien, est-ce qu'il y a d'autres régimes de vérité qui peuvent continuer à faire entendre leur voix? Je m'arrête ici en vous remerciant pour votre patience.